Bonjour, bienvenue dans les tribulations d'Hildegarde. Je suis allée la semaine dernière chercher le premier tome de Maria Grund, La fille renard. Bon, ça n'a pas été non plus le parcours du combattant. Premier tome du diable, Le diable dans son corps, que j'avais lu malencontreusement. Voilà, je vous présente Aiko, le petit tonneau, dit le petit tonneau, sans harcèlement quelconque. Voilà, petit chat abandonné par des gens. Voilà. Quand c'est petit, c'est mignon, mais quand ça grandit, après, c'est autre chose. Donc bon, voilà, elle a trouvé la maison. Elle s'est dit, celle-là, ça a l'air sympa, cette petite maison, donc on va y aller. Donc, revenons, non pas à nos chats, mais à nos moutons. La fille renard. C'est un peu dans la même veine que l'auteur suédois Moeder, qui était sorti à la même époque et qui avait eu moins de couverture médiatique que Millennium. Très intéressant. Donc, l'intrigue se déroule toujours sur un lieu isolé, là on est sur quelque chose d'insulaire, donc se déroule sur l'île de Gotland, et l'intrigue va commencer par la découverte du corps d'une adolescente sur une plage échouée avec un masque de renard à ses côtés. L'affaire va être classée comme suicide par la police. Et il y a déjà, à l'époque, une enquêtrice sur place, qui est Sarah Berling, et elle émet des doutes quant à cette conclusion de suicide. L'affaire en reste là, et quelque temps après, un meurtre survient, très brutal, d'une collectionneuse de livres anciens. Au fur et à mesure où on va découvrir ce meurtre, on va être en interaction avec un tableau qui représente 7 enfants qui portent des masques d'animaux et dont l'un va correspondre au masque retrouvé à côté de cette adolescente sur cette plage échouée. Là, on pose le décor. Sarah Berling, c'est une enquêtrice un peu particulière. Elle a perdu son mari et son fils dans un incendie criminel, donc avec tous les traumas que ça peut supposer. On va avoir une autre enquêtrice qui débarque du continent, qui s'appelle, je crois, R, EIR. Et elles vont mener l'enquête ensemble. Alors, l'intrigue et le thème, c'est que cette enquête, en fait, va mener à une sombre affaire impliquant 7 enfants, 7 masques et un mal absolu. On va arriver à ce qu'on appelle une vengeance justifiée. Je vous expliquerai après ce que ça peut comprendre. On va trouver le thème de l'identité et des masques, les masques d'animaux qui sont centraux dans le tableau mystérieux, qui vont symboliser les identités cachées et surtout les façades sociales qui masquent les secrets, toujours familiaux, collectifs, tout ce qu'on peut trouver. Alors, ce qui est intéressant avec une autre notion, c'est que le meurtre de cette collectionneuse va introduire le thème du pouvoir symbolique de l'art, où un tableau en fait caché révèle des horreurs qui vont être liées à l'enfance. Donc ça va nous interroger aussi sur la valeur des objets patrimoniaux face à la mémoire collective traumatisante. C'est un petit peu ce qu'on peut retrouver sur des tableaux, je pense notamment à Léonard de Vinci, qui a caché énormément de choses dans ses tableaux, et d'autres peintres l'ont fait, ou des tableaux qui ont été recouverts, et lors de restauration, on s'aperçoit qu'il y a d'autres dessins dessous. Donc, tout ça peut amener effectivement à tout ce que l'on a dans notre patrimoine et qui reste et qui peut demeurer caché.
C'est toujours ce côté un petit peu intriguant. Le roman va mettre aussi, en lumière les cicatrices psychologiques des personnages, hein, avec des passés qui sont marqués par la violence et la culpabilité. On va revenir, comment je pourrais dire? Sur cette vengeance, justifiée. La vengeance justifiée, ça va être, quelque chose qui va concerner le fait de, j'ai subi un trauma très lourd, des abus, comme des abus dans ma jeunesse et cetera, et donc je vais faire payer ceux qui m'ont fait ça, et en termes juridiques, on appelle ça une vengeance justifiée. C'est-à-dire qu'on a la cause et on peut poser, je ne vais pas dire non pas un pardon, parce que c'est une notion religieuse, mais on peut poser une compréhension en se disant, oui, c'est la suite logique, et surtout, c'est normal que cet acte-là découle de ce qui a été fait, de cet abus, etc. Donc on appelle ça justifié. Alors, je pense qu'il faut qu'on sorte un petit peu du concept manichéen dans lequel on est depuis très très longtemps. Hein, il n'y a pas le pour et le contre, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. C'est ce que je vous dis depuis le départ. Hein, c'est un questionnement perpétuel. On ne peut pas dire je suis pour ou je suis contre. Ce serait trop trop simpliste. Notamment, je reviens sur la peine de mort ou les choses comme ça. Donc, premier tome, on en est là. On va retrouver, pareil, hein, les mêmes thèmes, hein, de la communauté fermée, puisqu'on est sur une ligne. On est sur une île, pardon. On est sur une île. Donc, ça va souligner l'hypocrisie, les secrets collectifs. On est sur quelque chose d'étouffant parce qu'on est sur une île. C'est fermé, on peut pas sortir. Voilà, on est toujours dans ce concept de isolé, on ne peut pas sortir. Alors, c'est elle excelle un peu, hein, dans ce Maria Grund, dans ce suspense alternant la scène d'enquête et l'introspection, parce qu'il y a une introspection. Hein. Elle va explorer, bon, ben pareil, hein, le trauma du deuil, la dynamique sociale, insulaire. On est sur une histoire pareille, hein, comme Ilaria Tutti, sur une histoire très sordide d'enfance sacrifiée. C'est ce qui rend le roman très intéressant. On passe au deuxième qui est le diable dans son corps. Donc là, pareil, on est sur toujours cette île de Gotland. Hein. On retrouve l'inspectrice Sarah Berling, puisque c'est une continuité. Alors elle est partie de l'île et elle est maintenant à la campagne, on va la rappeler, pour enquêter sur un homme qui est retrouvé nu et blessé, qui est trouvé dans les bois. Et il est trouvé par les bois par un groupe d'adolescentes. Donc ça va explorer les suites de l'affaire de la fille Renard, qui est en fait la jeune fille qui est retrouvée s'appelle Mia. Voilà, je cherchais le prénom depuis tout à l'heure, Mia. Alors, Maria Grund, dans celui-là, elle va dépeindre une jeunesse qui est violente et très perturbée, hein, qui est beaucoup influencée par les réseaux sociaux, ce qu'on peut voir de nos jours. Et ce roman-là va mettre en avant les séquelles, un petit peu les séquelles psychologiques, des affaires policières qu'a pu mener Sarah Berling. Le thème majeur de Le diable danse encore, ça va être la dérive des adolescents qui sont influencés par les réseaux sociaux. C'est omniprésent dans l'intrigue du livre, avec un groupe de jeunes filles impliquées dans des actes très très violents. Alors, ça va symboliser la jeunesse perdue un petit peu, cette nouvelle génération. Hein.
c'est cette violence brute, hein, chez ces adolescentes, chez ces mineurs, hein, et cette recherche de liberté. Ça va mêler le danger et la rédemption. C'est assez complexe parce que, ce que je vous disais la dernière fois, c'est que cette violence est un petit peu, un mode de vie, elle est un petit peu légitimisée par ces réseaux sociaux. Il faut s'en rendre compte. Si vous avez l'habitude d'aller sur, notamment, Instagram, alors moi j'ai pas TikTok parce que volontairement je veux pas me mettre sur TikTok. Je trouve que déjà, je suis sur Facebook et Instagram. Facebook, le réseau social de boomers, hein, et je me suis mise depuis quelques années sur Instagram, donc je vois la progression de ce qui peut apparaître sur les réseaux. Quelque part, oui, ça me fait peur quelque part. Alors, je vais pas dire d'un âge avancé ou d'un âge certain. J'ai une certaine expérience, donc effectivement, je peux prendre ce recul nécessaire. Et je vais même pas le prendre puisque je l'ai dans ma vie de tous les jours, hein. Et quand on a ce recul, on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui se passent et qui sont pas franchement décentes. Moi, je me pose sans cesse. Alors déjà, je me pose des questions continuellement, mais j'ai pas de réponse. Quelquefois, je regarde des choses, je me dis, mais à la limite, je vais me demander quel est l'intérêt dans un second temps, en disant, mais à quoi ça m'amène? Qu'est-ce que c'est gratuit. Je vais prendre un exemple tout bête. L'autre jour, je regardais, c'est tombé sur mon fil d'actualité, et je vois, alors je ne sais plus le nom de cette personne, elle reprend des commentaires un peu haineux, un peu, sans qu'ils soient haineux, mais un peu méchants, je vais dire, de certaines personnes, sur l'apparence physique de personnalités un peu publiques comme des actrices, etc. Et elle met en avant le profil de ces gens, hein, puisqu'elle les affiche, et les commentaires qu'ils font. Alors, j'en ris maintenant, enfin j'en souris maintenant, parce que quand vous regardez le commentaire des gens et que vous les associez un peu à leur profil, eh ben, c'est un petit peu comme avec les maîtres avec leurs chiens, vous savez, c'est très ressemblant. Et là, j'ai une deuxième question qui pointe son nez, je me dis, mais quel est l'intérêt de ces gens-là de produire des commentaires aigris, haineux, tout ce que vous voulez, très colériques? C'est quoi? Qu'est-ce que va être leur intérêt? C'est une jalousie? Une envie? Un désir d'être à la place ou de se dire, bah, je comprends pas la finalité. Alors, il y a des choses que je ne comprends pas, hein, mais je vais pas non plus creuser, indépendamment pour avoir une réponse. Et plus je regarde ce genre de choses, plus je me dis: «Mais où va-t-on?» Je suis tombée sur le profil d'une jeune fille, ça va faire, plus d'un mois. Je vois ses actualités passer régulièrement. Je ne comprends pas ce qu'elle dit. C'est-à-dire qu'au début, je pensais que c'était quelqu'un d'étranger et qui parlait dans sa langue. Et en fait, je me suis aperçue que non, pas du tout, elle parlait français. Sauf que c'est incompréhensible. Je vous promets que c'est incompréhensible. Et elle a quand même, je crois, 100 000 followers. Je me dis, mais euh, elle- qu'est-ce qu'elle raconte? Ça doit être quand même très passionnant, hein. Sauf que quand je vais dans les commentaires, je m'aperçois que 90% des commentaires sont en fait interrogatifs en me disant, mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle raconte? Mais elle parle de quoi? Etc. etc. Tant mieux, elle crée un buzz en disant, bah, finalement, j'ai même pas besoin de faire d'efforts d'articuler ou d'efforts de parler correctement, puisque
j'arrive à avoir 100 000 personnes qui me suivent et qui ne savent absolument pas ce que je raconte. Moi, je trouve ça exceptionnel. Peut-être qu'elle a tout compris. Vous avez aussi, ce que j'ai vu récemment, vous avez quelqu'un qui a développé une application, en fait, pour bloquer le téléphone pendant un certain nombre d'heures ou un laps de temps donné, pour pouvoir faire d'autres choses dans sa vie de tous les jours. Et je me dis, on en est là. On en est à ne pas à avoir téléchargé une application pour pouvoir mettre son téléphone sur off et ne pas pouvoir y toucher. Ayez du bon sens. Coupez votre téléphone, lisez, faites la cuisine, prenez un moment de repos, faites une sieste, je sais pas. Mais voilà, aujourd'hui, ce qu'on nous montre, c'est que cette jeunesse est tributaire de son téléphone ou de sa tablette ou de son ordinateur, enfin plus généralement son téléphone, avec une connexion virtuelle. Les gens passent plus de temps dans leur chambre ou dans une pièce quelle qu'elle soit, et en fait vivent par procuration. Je crois que c'est ce que cette société produit, et c'est pas très bon. C'est pas très bon, notamment sur cette violence où les gens ont besoin de violence. Voilà, moi je regarde des choses, enfin je les regarde. Je me dis, mais on devient de plus en plus malade, quoi. On est un laboratoire à ciel ouvert. Je reviens sur, parce que je m'égare, je reviens sur le diable dans son corps. L'utilisation des symboles, toujours comme dans le premier roman, l'homme nu, vulnérable, trauma refoulé, nudité émotionnelle face aux horreurs de Mia. Premier livre. C'est pour ça qu'ils sont, en fait, ils sont entrelacés. Ces deux livres sont entrelacés. Le noir et le gris, couleur dominante, hein, couleur teinte froide, hein, qui accentue les thèmes de la dépression, hein, post-traumatique et les violences cachées. Intéressant le symbolisme des couleurs. Vous avez un très bon film qui s'appelle, alors je sais pas si je le mets dans l'ordre parce que je l'ai jamais mis dans l'ordre, qui s'appelle Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, ou peut-être je l'ai mis dans le désordre, qui est un film de Peter Greenaway, où vous avez un symbolisme sur les couleurs qui est exceptionnel. Si vous avez l'occasion, regardez-le. C'est avec Richard Bohringer. Je ne suis pas une grande fan de Richard Bohringer, mais ce film-là, je l'ai trouvé assez exceptionnel. Beaucoup de symbolisme aussi. Je reviens sur toujours, parce que toujours présente, les deux sont entrelacés, sur cette vengeance justifiée, hein, qui est plus un concept philosophique, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est beaucoup plus un concept philosophique et éthique, où, en fin de compte, la revanche personnelle va être parfois vue comme légitime face à une grave injustice, hein. Mais elle est forcément destructrice. C'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle dans certains pays, ou régions comme la Corse ou l'Italie, hein, où ça a été ou les pays de l'Est, hein, comme la Bulgarie, la Hongrie, l'Albanie maintenant, ce qu'on va appeler une vendetta. C'est-à-dire ces histoires de famille où on va venger sur plusieurs générations le fait qu'une autre famille a tué quelqu'un, etc. C'est ce on va appeler une vengeance justifiée. Je crois qu'il y avait un livre qui s'appelait Colomba, hein. Je cherche l'auteur, j'ai un trou de mémoire là, sur la vendetta, qui est un vieux livre, hein. Mais lisez-le aussi si vous avez l'occasion, mais je pense que beaucoup l'ont lu. Le diable dans son corps et La fille renard. Très très intéressante, très très bon thriller. Alors je suis pas très vendeuse, hein, je suis pas du tout commerciale. Quand je vois certaines booktokers sur Instagram ou Facebook dire voilà, je vous présente ma plot list. Alors déjà, moi, tous ces mots-là, raccourcis, etc., j'ai un peu de mal, hein. Mon top 5,
quand je vous dis que j'ai trouvé ça très intéressant, c'est que déjà on est sur un niveau, élevé. C'est pas du polar, conventionnel, c'est pas du polar domestique, c'est pas de l'horreur, c'est pas, voilà. On est sur, du thriller, du vrai thriller. Voilà. Je alors, je le trouve intéressant, ça veut dire que ça suscite, mon intérêt et surtout que ça va me faire réfléchir, me donner à réfléchir. Alors, l'histoire elle-même, plus tous les à côté de l'histoire qui sont très intéressants, où on va trouver, des couleurs, où on va trouver un petit peu des symbolismes et cetera. Tout ce qui peut faire réfléchir. Moi j'adore rentrer quand on me fait rentrer dans une histoire ou dans un livre avec, des symboles, avec, voilà, des couleurs, ça va, stimuler en fait, mon cerveau et j'aime bien quand on stimule mon cerveau. La fille renard, Le diable a dans son corps, Maria Grande. Je vous encourage vivement à le lire. On va partir sur un K-drama qui va concerner ces réseaux sociaux, qui est Celebrity, qui est un K-drama de 2023 que vous avez sur Netflix, je suis allée, vérifier. Donc c'est l'histoire qui va suivre, Sohari, qui est une jeune femme issue d'un milieu très modeste et qui devient du jour au lendemain une star sur les réseaux sociaux. Et elle intègre un monde qui va être très fermé, de ces fameux influenceurs. Et la série va montrer l'envers du décor, donc la manipulation, le mensonge, la rivalité, les scandales, le cyberharcèlement, et avec la pression de l'image et une vraie critique de la société obsédée par la notoriété en ligne. C'est assez fou, c'est très bien fait, c'est très bien fait. Et ce drama va insister sur les dérives des réseaux sociaux, cette quête de validation, cette reconnaissance, c'est les conséquences psychologiques de cette haine en ligne. Parce qu'il ne faut pas oublier que plus les gens sont cachés, plus ils vont déverser une haine monstrueuse, monstrueuse. On perd toute humanité. Je me dis que les gens perdent toute humanité sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est inconcevable. Parce que ces gens-là, en fait, ils sont cachés derrière leur écran, ils sont bien tranquilles entre leurs quatre murs. Mais c'est souvent des gens qui sont très insignifiants en société, à l'extérieur. C'est des gens qu'on ne remarque pas. Et justement, ils vont se servir de ces réseaux où on ne les voit pas, où on ne peut pas avoir d'interaction réelle, pour être quelqu'un. Sauf qu'ils ne le font pas bien, parce qu'ils vont pencher du côté un peu malfaisant, un peu, voilà, ce que tu fais, c'est nul, t'as aucun intérêt, voilà. Après, on est sur de la crédulité aussi. Je me souviens de ce jeune homme, la question est vite répondue. Pas idiot, parce qu'il a créé le buzz avec juste cette petite phrase-là, et derrière, il vendait des formations, je ne sais plus ce que c'était un peu comme une pyramide de Ponzi, il ne faut pas rêver. En fait, ça s'apparente à l'arnaque qui a traîné pendant des années, qui vient du Bénin ou je ne sais plus d'où, où voilà, mon père est un ancien général, il a bloqué des millions sur un compte bancaire, mais j'ai besoin que tu m'avances 1 000 € et je te rendrai ça au centuple, etc. Ça a marché et ça marche encore. Vous avez des gens qui se font prendre. On a cette même chose-là sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on va jouer sur la naïveté et l'incrédulité, sur des gens incrédules. Je ne vais pas le dire parce que j'ai mon cerveau qui est en train de twister là. Donc sur cette notion d'être crédule en fait, de prendre au premier degré. Tout ce qu'on voit n'est pas forcément la réalité. Moi, quand je vois des gens qui roulent en Lamborghini, voilà, qui envoient des liasses de billets, qui sont bien mis, voilà. L'image est trompeuse, attention. L'image peut être très très trompeuse.
on est attiré parce qu'on a un quotidien qui est difficile. Beaucoup de gens ont un quotidien qui est très très difficile, qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui aspirent à autre chose. Et donc en fait, ces gens-là vont leur donner du rêve. Parce qu'on en est toujours là, c'est vieux comme le monde. Donnons du rêve aux gens. Si je donne du rêve aux gens, si je leur montre une réalité en leur disant vous pouvez y arriver, je leur donne de l'espoir. C'est ce qui est en fait la raison de toute vie. S'il n'y a plus d'espoir, on n'avance plus. On n'a plus ce désir de réalisation et de dépassement de soi. Et c'est ce qu'il faut arriver à comprendre quelque part. Bon, Aiko, par contre, voilà, elle a juste un petit peu l'espoir de me dire caresse-moi, si j'ai envie, parce que c'est moi qui demande, voilà. Hein? Oui, oh là là. Je suis un peu occupée là quand même. La fille renard, le diable dans son corps. La semaine prochaine, je ferai une vidéo sur les troubles du comportement alimentaire et notamment l'anorexie, en vous parlant d'un auteur qui n'est plus là malheureusement, qui s'appelle Valérie Valère, avec deux œuvres majeures qui racontent son histoire, qui sont Le Pavillon des enfants fous et Obsession blanche. Je vous parlerai aussi d'une association, mais tout ça on le verra la semaine prochaine, voilà, pour vous dire qu'on va sortir du contexte thriller la semaine prochaine. Je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous, passez une bonne journée, à bientôt.